Hello, bienvenue sur Artefact, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est déjà au dernier épisode de l'année et aussi le dernier de la saison 2. Ne vous en faites pas, on reviendra pour une saison 3, je ne sais pas encore quand. Merci encore à tous ceux qui écoutent et qui interagissent avec ma petite émission parce que ça fait trop plaisir et ça permet de faire grandir l'émission parce que c'est vrai que sans retour, des fois c'est un peu compliqué de savoir à qui on s'adresse, donc merci à ceux qui me font des retours. Pour ce dernier épisode, je suis de retour avec Anaïs. J'avais envie de parler d'un sujet avec elle qui nous a beaucoup animés cette année. Hello à tous, moi c'est Anaïs, Anna pour les intimes maintenant. On s'était déjà retrouvés ensemble sur un épisode pour le calendrier qui était un petit peu croustillant, donc si vous connaissez mon histoire, aujourd'hui on va aborder un sujet qui est complètement différent. Oui. Je suis styliste photo, set designeuse depuis maintenant 6 ans à mon compte. J'ai toujours évolué dans les métiers artistiques et je suis honorée d'être présente à nouveau sur ce podcast. Et moi je te remercie d'être venue parce que cette fois-ci nous enregistrons chez mes parents à Nantes et s'il y a des petites interruptions, c'est parce qu'on a un nouvel assistant. Il y a Salvador, mon chat, qui est là avec nous, mais on a aussi Akiko, qui est un petit Akita, qui du coup est un enfant et fait du bruit. Donc du coup, si vous l'entendez un petit peu, voilà. Aujourd'hui, je suis sur ton podcast parce qu'on a énormément échangé sur un sujet, une problématique, entre guillemets, depuis qu'on se connaît, qui nous a amenés toutes les deux à une réflexion assez personnelle. Qu'est-ce que c'est de créer son auto-entreprise dans ta vingtaine ? Parce que ça a été ton cas et ça a été mon cas. Et c'est le cas de tous les auditeurs, je pense. C'est quelque chose auquel on n'est pas prêt, je pense, parce que 20 ans, c'est jeune, en fait. 20 ans, c'est jeune. C'est un âge où on sort de l'adolescence, entre guillemets, du jeune adulte. Et en fait, on a des responsabilités qui sont ultra importantes dans notre vingtaine. Et créer une entreprise, c'est une sacrée responsabilité. Ouais, c'est vrai qu'on nous dit que c'est super simple au départ. Alors oui, la création n'est pas compliquée. C'est le plus simple dans l'histoire. Et c'est aussi tout ce que ça amène, c'est-à-dire que créer son auto-entreprise ou son entreprise ou peu importe le statut qu'on aura. Parce que c'est une activité indépendante. Ouais, voilà. De moment où vous créez quelque chose d'indépendant, parce que c'est même aussi les intermittents du spectacle qui est encore autre chose. Mais c'est un statut, ouais. Voilà, c'est des statuts qui demandent en fait professionnellement beaucoup de présence, mais aussi il y a beaucoup de questionnements personnels, il y a beaucoup de chamboulements, de révélations de qui on est au boulot, qui on est dans sa vie personnelle. Et en fait, à 20 ans, est-ce qu'on sait vraiment aussi qui on est ? Non. C'est ça la question. C'est que tu dois te créer en tant que personne adulte dans ta vie professionnelle, mais aussi en tant que personne adulte dans ta vie personnelle. Et ça crée un chamboulement qui est énorme. Pour moi, ces chamboulements, ils nous ont emmenés toutes les deux à un questionnement qui est quand même assez important, parce qu'on en parle souvent au quotidien, c'est des questions qu'on s'est posées entre nous. En fait, dans l'entreprise, la partie qui te chamboule, c'est la partie auto-entreprise. Oui, c'est pas la partie où tu exerces ton métier. Ouais, carrément. C'est la meilleure partie, mais c'est pas tout. Mais en fait, dans l'auto-entreprise, il y a la partie entrepreneur, donc ton métier, pourquoi tu es embauché, pour ce que tu fais. Oui, ton métier, voilà, ta passion pour certains. Pourquoi tu es employé par tes clients. Mais il y a aussi toute la partie auto, c'est-à-dire la comptabilité, le marketing, la communication, la paperasse, le personal branding, en général, tout en fait. Le driving, de faire taxi à droite à gauche pour aller à des endroits. Enfin, tu dois tout gérer, c'est-à-dire que tu dois gérer tes transports pour tes clients. Je sais pas, imaginons ce qui peut m'arriver être booké pour l'Espagne. Eh ben, je vais devoir m'organiser moi-même pour trouver quels billets vont être les plus intéressants, à quels horaires pour le lendemain être à l'autre taf qui va être peut-être à Paris, etc. C'est-à-dire qu'une fois que ton taf il est fait avec ton client, lui, il n'en a plus rien à faire. De ce que tu fais après. Et t'as pas une assistante que t'appelles et que tu lui dis « Hey, je t'ai déjà booké le truc. Est-ce que tu m'as booké les billets ?» Non. C'est toi l'assistant. Est-ce que l'assistant de moi hier soir était assez réveillé pour faire tout ça ? Ou est-ce que j'ai rien fait ? C'est carrément ça. Et en fait, c'est la partie auto-entreprise, dans mon cas, entre guillemets, parce que moi, du coup, j'ai créé en 2020 mon auto-entreprise. J'étais pas du tout entourée d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne autour de moi qui était dans ce cas de figure-là. Même si j'ai toujours été dans des milieux artistiques, c'était des intermittents du spectacle, etc. Là, on parle vraiment de l'auto-entreprise, c'est-à-dire que j'ai eu personne pour m'aider dans les démarches. J'ai eu personne pour m'aider dans tout ce qui est législatif. J'ai eu personne qui m'a aidé sur les lois, les aides qu'on peut avoir, à quel moment dans le timing qu'on nous donne. Parce que bien sûr, tu peux avoir, je sais pas, tant d'aides, mais 30 jours après ton inscription, etc. Et ça, à ce moment-là, en fait, tu es dans l'euphorie de créer ton entreprise et dans l'euphorie de « ça y est, je suis à mon compte, je fais le taf que j'aime ».
Mais en fait, tu as une sorte de down d'un moment donné de dire waouh, je suis noyée par toutes les informations que je dois prendre en compte pour que ça se passe bien en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est hyper idéalisé de dire je veux faire ce que j'aime tout le temps. Parce qu'en fait, c'est l'image que renvoient les gens qui entreprennent, qui font ce qu'ils veulent. Et en vrai, c'est l'image qu'on veut parce que c'est ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'on aime. Mais faut pas négliger tout ce qui est à côté. Parce qu'en fait, c'est un fondement. Parce que malheureusement, tu peux être le plus doué du monde dans ton métier. Si tu sais pas te vendre, si tu sais pas te montrer, si tu sais pas montrer ce que tu fais, si tu sais pas tout simplement être là et pas être complètement invisible dans surtout le monde en ligne, je parle, parce que après le monde en réel, tu croises forcément des gens qui demandent ce que tu fais dans la vie. Et ben en fait, ça marche pas. C'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, sans marketing, sans tout ça, tu peux pas travailler. Même si t'es le meilleur dans ton domaine. Mais du coup, ça amène à la question de se dire que si tu es pas toi-même ton propre premier client, comment les autres peuvent l'être? Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas convaincu toi-même par ce que tu fais. Moi, c'est une problématique qu'on a eu beaucoup cette année avec moi, surtout. Parce qu'il y a des moments où je vais être confiante dans mon métier parce que je sais que je peux le faire. Et dès que je vais avoir une hésitation, c'est l'inverse. Je vais faire des pas en arrière alors que j'en suis capable, je le sais. Mais c'est juste que ça me met en difficulté. Et même me mettre en difficulté, juste des questions plus compliquées d'organisation et tout, ça peut me mettre en difficulté. Et du coup, bizarrement, ça me fait beaucoup plus peur. Et du coup, je fais demi-tour, comme si j'en étais pas capable, alors que si. Dans l'idée, on est son premier client, donc c'est-à-dire que tu te présentes à ton client comme tu te présentes à toi-même. C'est-à-dire qu'il y a ce côté de... Parce qu'on en a beaucoup discuté cette année ensemble, c'est quelque chose que tu as traversé et que moi, j'ai traversé avant toi. Donc c'est pour ça aussi qu'on se confie, parce que j'ai eu des situations que j'ai vécues seule à l'époque que toi, maintenant, tu vis. Mais entre guillemets, je suis un soutien aussi émotionnel parce Oui, c'est ça, parce que je suis moins seule que toi, t'as été. Hein. Voilà, moi, j'avais personne à qui en parler à ce moment-là. Et du coup, dans nos conversations, ça c'est venu qu'on a parlé de nos histoires et que tu as su ce qui s'est passé aussi pour moi dans mon passé professionnel. Et à l'heure actuelle, moi, je peux t'aider sur ça. C'est-à-dire que j'ai vécu toute cette partie où ne pas croire en soi, ne pas se dire qu'on est assez bien, ne pas penser que nos capacités sont suffisantes alors qu'on les a carrément, ne pas se vendre correctement, ne pas être là. Si tu n'es pas ta cheerleader de toi-même, personne ne le fera à ta place. Après, il y a des gens qui te soutiennent, mais ils le feront pas autant que toi-même. Dans ta tête, il doit y avoir une mini-toi avec 2 pompons de pop-up girl qui sont là à dire « Vas-y, go, tu peux le faire, t'as les capacités, je crois en toi, tu fais du bon taf, tu travailles bien, tu es poli, tu es cordial, tu es sympa, tu amènes sur un shooting une super ambiance, les clients reviennent te voir pour ça, vas-y, Mago, vas-y, quoi. C'est vraiment... Vous imaginez dans votre tête cette mini pop-up girl ou ce que vous voulez, j'en sais rien, qui vous dit, le matin quand vous vous levez, je sais pas, on a tous des contrats un peu plus stressants que d'autres. Moi, les jours de contrats vraiment stressants, qui ont des enjeux aussi annuels, c'est-à-dire que des fois, il y a des shooting tests, c'est-à-dire que si ce shoot se passe bien, tu vas pouvoir avoir le client sur l'année. Et ça, c'est des shootings qui sont ultra stressants. Et si tu vas avec la tête dans le brouillard en te disant je le sens pas, je suis stressée, et si je fais ça mal, non, ça se passera bien. Tu feras bien les choses. Et même si tu fais des erreurs, en fait, faire des erreurs, ça fait aussi partie du processus. Oui, du moment que tu fais pas une grosse dinguerie. Souvent, les erreurs que nous, on voit, les clients, ils les voient pas. Et même si tu fais une dinguerie, en fait, tomber fait partie du processus. Oui, c'est-à-dire que tu du la moment feras que tu mets pas en danger qui que ce soit. Oui, voilà. Il y a dinguerie. Est-ce que maintenant, toi, tu te poses la question de ce que les clients ou les personnes sur le shoot vont penser de toi? Est-ce que la façon dont tu vas être traité par le client ou l'intervenant ou autre va avoir un changement de perception sur ta valeur? Moi, ouais. Si tu me considères, je vais te considérer pas. Et en fait, je sais pas comment dire. Genre, si la personne en face, elle est comme. En fait, si je lui donne. Enfin, je sais pas comment dire ça. Genre, si elle est avenante et qu'elle a envie d'être là et que je le sens, moi, je vais être pareil. Par contre, si la personne, elle me renvoie rien, je vais faire ça toute seule, mais je vais être quand même un peu moins. Oui, mais là, ça c'est. Mais du coup, ça va jouer aussi sur mon image. Ça, c'est du donnant-donnant, voilà. Et c'est ta valeur. En gros, je vais me sentir moins mise en valeur et moi, je serai moins en confiance. Ok. Et du coup, quand je rentre, parce que c'est déjà arrivé que je fasse des jobs où je vois même pas la personne qui m'a booké. Et après, je sais même pas si elle est contente. Oui. Parce que j'ai pas de retour. Alors qu'en fait, j'ai le retour longtemps après, en mode ils étaient super contents. Oui, donc du coup, tu as besoin d'un aval de quelqu'un. Eh bien, tu vois, j'ai été dans ton cas pendant des années, forcément. En plus, étant dans des milieux artistiques, professionnels, j'ai commencé à bosser très jeune dans ma vie. Et en plus, j'avais un métier d'image. Clairement, j'avais un métier d'image, c'est-à-dire que ma valeur était basée sur mon physique.
Donc, c'était vraiment, si j'avais des remarques négatives, ça allait changer ma perception de moi-même, ma perception de mes performances, de qui je suis, comment je suis, etc. Alors que pourtant, ça peut être des remarques qui sont Neutre. qui vont pas t'agresser toi, Oui. mais tu vas le prendre personnellement forcément. Et comme il y a des remarques qui peuvent être très agressantes et très sexistes et autres aussi, parce qu'on va pas se volontairement mentir. méchante aussi. Voilà, j'ai commencé à 15 ans ma carrière. Je me suis mise à mon compte. J'ai commencé de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans. Après, j'ai enchaîné du coup sur 2 ans en agence de stylisme photo avant de me mettre à mon compte. Clairement, on va pas se mentir, au bout d'un moment, ça construit une personne aussi. Comment, professionnellement, tu as été éduqué, entre guillemets. Ouais. L'habitude que tu as... Moi, j'ai eu tout le temps des réflexions. J'avais tout le temps des réflexions qui me posaient constamment le questionnement. Et quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit non, c'est bon. J'ai vécu ça. J'ai trop remis en question ma valeur par rapport à qui je suis. Et c'est aussi pour ça que c'est quelque chose dont on a souvent parlé, mais que je me montre très peu physiquement sur mon réseau professionnel. Parce que je ne veux pas que, comme avant, ma valeur professionnelle soit associée à mon physique. C'est-à-dire que mes compétences professionnelles sont mes compétences professionnelles. Ouais, rien à voir avec le physique. Voilà, elles doivent être dissociées de qui je suis physiquement par rapport à mes clients. Et on en a souvent parlé parce que c'est un débat qu'on a eu ensemble, tu vois. Et moi, si vous me connaissez, vous savez que j'ai vécu aussi une usurpation d'identité professionnelle. Et en fait, il faut vraiment se dissocier de la personne que vous êtes et de votre entreprise pour que du coup, vous puissiez vous vendre sans aussi vous survendre. C'est-à-dire que mon point commercial n'est pas la personne que je suis physiquement. Je suis styliste, je pourrais me vendre en tant que, j'en sais rien, tu vois, influenceuse en disant, voici mes looks tous les jours, en vendant des tendances, etc. Non, je vous vends mes compétences stylistiques, mon apprentissage stylistique sans me vendre moi pour le faire, en fait. Et c'est un peu ma force et c'est un peu ce quoi on a parlé ensemble, de se dire... pas vendre son âme, quoi. Voilà, pas vendre son âme et de se dire parce que c'est des questionnements qu'on a eu ensemble toi, tu te poses souvent la question de te vendre, mais t'as toujours peur de... Enfin, après, je me permets... Oui, vas-y. Je me permets, mais t'as toujours peur de te vendre correctement. Tu te sous-estimes tout le temps sur la qualité de ton travail qui est, pour moi, incroyable. Merci. Non, mais on travaille ensemble, on est amis. Enfin, je veux dire, pour les gens qui ont déjà écouté le premier podcast, en fait, Lisa et moi, on est devenus amis par le biais professionnel. C'est-à-dire que notre relation professionnelle nous a amené à une amitié parce que on partage des choses vraiment semblables. Et en tant qu'ami et en tant que personne qui travaille avec toi, tu sous-estimes vraiment ton travail. Tu pourrais te vendre, mais tellement plus. J'aurais ce déclic, mais je travaille dessus. Mais c'est sûr que ça n'arrive pas d'un coup. Mais il faut se persuader que ça marche et que c'est une vraie plus-value. Parce que tu vois, moi par exemple, je me montre un peu plus, j'essaie, parce que je suis persuadée que le fait que les gens, surtout pour la photo, oui, bien sûr, parce que moi on n'a pas le même métier, donc c'est normal. En tant que photographe, c'est très visuel. Genre en fait, vu que je crée un lien avec toute l'équipe, mais en fait, il faut que les gens puissent me voir, me reconnaître et s'identifier avec des gros guillemets à moi, ce qui fait que je me montrais pas et en fait les gens savaient pas à quoi je ressemblais. Résultat, quand j'arrivais le jour du job, on savait pas qui j'étais. Du coup, le podcast c'est un peu ça aussi. Sur les versions vidéo, comme ça au moins on voit. Ouais, c'est comme prendre ça, ta si place. tu fouines, tu peux trouver ma tête. Alors qu'avant, tu pouvais pas. Ouais, c'est prendre ta place, prendre la place légitime qui te revient de droit. Mais du coup, quelle technique t'aurais... quelle technique t'as mis en place au fil des années pour parler de tes compétences avec assurance, mais sans non plus te survendre? Parce qu'il y a aussi cette limite de se dire, j'ai ces capacités-là, je vends mes prestations à des clients, mais je ne me survends pas non plus parce que on n'est pas dans des métiers de marketing non plus. C'est-à-dire que... Non, et puis j'aime pas cette image de me survendre aussi. On se vend nous. On vend pas un projet, on se vend nous, en fait. Notre propre personne. Et ça inclut aussi un côté un peu sensible de se dire, on vend pas un projet qui... j'en sais rien, on vend pas un projet. On se vend nous. C'est-à-dire, quelle est la limite entre... Je me mets en avant pour avoir le job, parce que parfois, il y a aussi des jobs avec des offres où plusieurs personnes veulent le job, mais il y a aussi ce truc de, je me vends, mais je ne me survends pas parce qu'il ne faut pas tomber dans l'ego de... Oui, c'est ça, parce que moi, ça me terrifie. Les gens qui... Enfin, après, il y en a,
Oui, oui, on en connaît, oui. Moi, je sais tout, moi, j'ai tout fait. Alors, c'est super parce que ça donne. Certains clients, ça les convainc du coup. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens chez qui ça va beaucoup marcher. Et il y a des gens où moi, du coup, c'est l'inverse. Moi, ça me donne encore moins confiance en moi parce que je me dis, oh là là, là, ça va trop loin. Moi, je suis. Enfin, je suis plus humble là-dedans, juste parce que naturellement, j'ai pas envie d'être la bête de foire. Mais en même temps, on est d'accord que toi et moi, ces clients-là, on n'en veut pas. C'est-à-dire que voilà. Bah non, parce que du coup, ça veut toujours prouver tout. Voilà. Parce que même, en fait, les gens qui acceptent les gens comme ça, bah, ils sont pareils en fait. Voilà. Eux aussi, c'est les meilleurs. Alors, on est tous les meilleurs dans nos domaines, c'est super, on est tous super bons, mais il y a des manières de l'être. Genre, tu peux être super bon et être très humble. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux être super bon pendant un temps et après être complètement désuet parce que t'as pas su évoluer ou t'as pas su rebondir sur un truc ou tu prends pas les remarques. Ouais, Ou et que tu restes sur tes commentaires et tout, acquis et que ta perception de qui tu es, de ton travail est peut-être aussi faussée par rapport justement à tout ce blabla de t'es génial, t'es ceci, t'es cela. Et nous, on a eu ce déclic aussi de dire ces clients-là, ce n'est pas notre cible et on n'en veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est dur. Parce qu'au départ, tu veux avoir des clients. Donc c'est dur de dire non au départ. C'est un luxe de se dire non, ça c'est pas pour moi. Parce que quand t'as besoin de travailler, tu t'embarques dans des trucs, et un jour peut-être j'en parlerai, où c'est pas pour nous. En fait, et tu te rends compte plus tard que c'est pas bon. Ah ben on pourra vous faire un épisode croustille de toutes nos péripéties avec Elisa, parce que professionnellement on en a eu des sacrés. Mais on va attendre un peu. Mais on va attendre quelques années avant de dévoiler nos petits secrets. On va attendre quelques années. Si ce podcast a plusieurs saisons, croyez-moi qu'on aura un sacré épisode croustille. Sur la saison 7 peut-être. Voilà, on pré-shot, saison 7, 8, il y aura quelque chose. On vous les note parce qu'on aura des sacrés croustilles à vous dire. On a toutes les deux, et on a tous, je pense, dans le milieu, eu confrontation avec des clients qui n'ont pas forcément été positifs, n'ont pas forcément été corrects avec nous, ou au-delà des clients, c'est aussi des personnes sur les sets qui ne sont pas correctes, etc. Humain, des situations qui... on a tous affaire avec des personnes malveillantes. Nous, on a de la chance avec Elisa dans ce milieu d'avoir aussi des personnes qui sont géniales, de confiance. Mais on va être honnête, c'est pas non plus un monde tout beau tout rose. Non, mais comme tous les milieux, en vrai. Voilà, on vous la fera à l'envers, ça c'est sûr. On va essayer. Le but, c'est de pas se faire avoir. Mais voilà, on a appris de nos erreurs. C'est pour ça aussi que maintenant, on se permet de dire non à certains clients, parce que on a le pif. C'est-à-dire que tu le sens venir à 1000, que cette personne... Alors toi, tu le sens venir à 1000. Moi, des fois, je suis en mode, je vais tenter quand même. Ah, moi, je le sens venir à 1000 parce que j'ai peut-être eu encore plus de cas que toi. Mais c'est ça. Et moi, du coup, je suis un peu en mode, oui, attends, on va pas rester sur une mauvaise expérience. Attends, acceptons, allons-y, c'est pour la science. En fait, à partir du moment où moi, ça ne me met pas dans la merde physiquement, mentalement, oui, mais en gros, si financièrement, ça me met pas dans la merde, je vais quand même aller vouloir tester. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas ça, faut pas faire ça. Généralement, je suis un peu ton background, quoi. Tu m'envoies le petit message de dire est-ce que tu crois que c'est toxique comme client? Et généralement, je te l'envoie à la fin. Et tu fais moi, je l'avais pré-shot. Je fais oui, moi aussi, mais j'aime bien me mettre en difficulté. Ouais, mais ça fait des expériences en fait. Parce que du coup, j'apprends sur moi-même. Ouais, et puis parce que je vois comment moi je fonctionne. Parce que du coup, j'aime bien aller titiller. Mais finalement, j'arrive à partir au bon moment. Ouais, entre guillemets. Ça fait partie de... De toute façon, ça fait partie de l'expérience d'auto-entreprise. C'est-à-dire que t'as pas les avocats derrière qui disent attention, t'as pas... Enfin, t'es tout seul dans ton équipe. C'est-à-dire que tu es le membre de ton entreprise. Tu es tout seul, qui gère tout de A à Z. Et parfois, forcément aussi, il y a ta partie humaine qui se dit... Allez, j'ai un mauvais pressentiment, mais bon, allons-y quand même. Voilà, allons-y, c'est un gros contrat. J'ai pas de preuve de A plus B que cette personne est mauvaise. J'ai juste un petit ressenti. Est-ce que j'écoute vraiment mon intuition ou pas? Bon, maintenant, moi, je vous dirais que écoutez toujours votre intuition. C'est-à-dire que si vous le sentez pas, c'est qu'il y a de quoi ne pas le sentir. Mais on a toutes les deux appris de ça et on a toutes les deux des personnes safe à qui en discuter, de dire qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ça. Et généralement, de toute façon, quand tu poses la question, tu connais déjà la réponse. Ouais, il y a ça aussi, surtout. Quand tu commences à te poser des questions, c'est que tu as déjà ta réponse. Hein. Enfin, si tu te poses des questions, c'est qu'il n'y a pas de questions. Tu vois ce que je veux dire? Genre, après, le but, c'est comment en sortir. Et c'est un truc qu'on a abordé avec Lolita sur un précédent épisode où, justement, elle s'était fait un peu allumer par une cliente au téléphone. Et en fait, elle a raccroché. Parce que sinon, elle aurait vraiment déblatéré des trucs et ça allait nuire à son image. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une pause et qu'après, elle a écrit un mail après. Et ça, c'est un truc que je le retiens parce que tu me connais. Moi, des fois, je reçois un mail
Et je veux répondre du tac au tac, sauf que non, jamais. Mais c'est pour Faut ça pas que faire ça. c'est pour ça que tu m'envoies un long message à moi. Faut pas faire ça. Faut pas répondre de mails pavés. Il faut être concis, professionnel et surtout avoir le recul. Parce qu'en fait, si tu prends tout trop personnellement, déjà les gens ils vont faire oh d'accord super, ça devient trop personnel là. Tu vois ce que je veux dire. Et si ça part trop loin, de toute façon il y a des gens, ça alimente leur moulin. Et là notre but c'est pas ça. Nous on veut juste travailler dans des bonnes conditions et rendre ce qu'on nous a demandé en temps en heure. Répondre aux besoins, on cherche pas à débattre de quoi que ce soit. C'est la frontière que tu as entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire que parfois, certains discours de clients, tu vas les prendre à cœur parce qu'ils touchent aussi la partie personnelle de toi. C'est normal, on vit parce que tu le prends toi-même. On a des Donc, métiers de passion, on a des métiers, on fait les boulots qui nous passionnent, c'est-à-dire qu'on fait tout avec le cœur et l'intention. Donc, c'est-à-dire que forcément, quand tu as un discours d'un client peut-être injuste ou et qui minimise ton taf. voilà, qui minimise son travail ou qui n'est pas valorisant ou qui se permet, parce que lui a passé une mauvaise journée, de t'attaquer, voilà, de t'attaquer Toi, en tu peux plein rien. front, eh ben toi, il faut vraiment prendre un step back, de dire non, ce n'est pas de mon ressort, c'est-à-dire que la personne n'est pas dans un bon mood, ce n'est pas de mon ressort, ça n'inclut pas aussi ma partie personnelle. Peut-être que ça n'a pas fonctionné professionnellement, je l'entends, je l'écoute. Par contre, je ne vais pas être agressive comme tu l'as été au téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Je te fais un retour par mail. Déjà, on va se le dire, preuve écrite, hyper important. Toujours. Hyper important, les preuves écrites, et surtout de rester cordial. Ce sont des clients, ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas... On parlerait pas comme ça à un ami non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder ce truc de je garde le respect. Enfin, je te donne le respect. Peut-être que toi, tu me le donnes pas, et peut-être que dans ta façon de me parler, tu as dépassé les limites. Mais moi, je ne le ferai pas, et je ne m'abaisserai pas aussi à ce comportement-là. Avec tout ce qu'on vient de dire là, j'ai une question pour toi. Ok. J'aimerais savoir, du coup, comment tu as pu gérer ton bien-être mental. Parce que moi, j'avoue que du coup, c'est un peu toi qui tank mon bien-être mental. Mais du coup, toi, tu n'avais personne, comme tu disais. Donc, comment tu as fait pour la gestion des discours internes, se battre contre le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme. Moi, en l'occurrence, pour la photo, il y a aussi la page blanche. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense qu'un jour, je ferai un épisode que sur ça, avec quelqu'un qui l'a vécu encore plus que moi, tu vois, genre... Ouais, voilà, vraiment. vraiment quelqu'un qui a vraiment rebondi face à ça et tout. Je trouve que ça peut être hyper intéressant. Mais du coup, ça existe dans tous les métiers de la page blanche, même si c'est pas spécialement créer des trucs, tu vois. Ben, je te dirais que... Alors déjà, moi, je partais d'un background dans le sens où j'étais déjà dans un milieu artistique avant où j'avais été mise à mal côté mental. Honnêtement, on va pas se mentir. C'est un milieu où c'est dur en vrai, je pense. Voilà, j'étais jeune, j'étais une adolescente et mes compétences professionnelles étaient basées sur mon physique, comme on l'a dit juste avant. Donc ça veut dire que je m'étais mentalisée de si je ne représente pas l'image parfaite de ce qu'on attend de moi professionnellement, vraiment de mon image, je ne peux pas me sentir bien. Ouais. Donc déjà, ça crée aussi des angoisses, ça crée de l'anxiété, ça crée un perfectionnisme, mais à un stade infini, stratosphérique, voilà. Et forcément, ce fameux syndrome de l'imposteur, de se dire, j'ai fait des études pour ce que je fais actuellement, je crée mon auto-entreprise, mais est-ce que les gens vont me prendre au sérieux ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va prendre la Anna d'aujourd'hui au sérieux pour qui elle est, ce qu'elle fait, plus que pour ce qu'elle dégage comme image, en fait. Ouais, c'est ça. Mais surtout que c'est lié. Hein. C'est que ça. tu dégages, parce qu'il y a des gens complètement incompétents qui arrivent de ouf à se vendre. C'est vrai. Je vise personne parce que j'ai personne en tête là. Non, moi non plus, mais enfin, je l'ai toujours entendu qu'il y a des gens, ils peuvent être super mauvais. Je prends l'exemple de la photo, qui sont pas super forts en photo, mais par contre ils sont très bons pour se vendre. Résultat, ils ont des big jobs et ils s'en sortent. Parce qu'ils s'entourent bien. C'est ça. Parce qu'ils s'entourent bien et qu'après les clients ils sont contents parce que c'est ce qu'on leur a vendu. Mais en fait, pour avoir un bien-être mental dans ce milieu-là ou à son compte, c'est avoir confiance en soi, avoir foi en soi. Et ça, c'est différent. Il y a une différence entre avoir confiance et avoir la foi en soi. Moi, je pense que la confiance, c'est bancal. La foi, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Je l'ai un peu plus parce que j'ai toujours créé dans ma vie et que je me suis toujours dit que j'arriverais toujours à créer des trucs n'importe quoi, tu vois. Je m'en fous. Mais du coup, ça fait que la foi, c'est plus, je l'ai plus. Mais la confiance, par contre, ça, c'est plus dur. Et ça veut dire que c'est encore un truc que tu as travaillé parce que pour moi, de mon côté, la foi et la confiance, c'est indissociable. C'est-à-dire que il faut avoir foi en toi pour avoir confiance en toi et il faut avoir confiance en toi pour avoir foi en toi. C'est-à-dire que c'est vraiment le yin et le yang. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et l'un nourrit l'autre. Si tu veux réussir à ton compte,
il faut que tu sois bien dans ta tête. Il faut fêter, c'est un truc que je minimise beaucoup, toutes les petites victoires. Il faut fêter Tu vois ce tout que je au veux dire? quotidien. Genre moi, je suis plutôt le genre de personne à fêter que dalle. Genre je suis contente 1 heure et après, hop, c'est acté, terminé. Ouais, Et je me rends pas compte de ce que j'ai accompli. Tu vas C'est questionner. chaud. Genre, alors que je vais faire plein de trucs et du coup, après, je vais me poser des questions alors qu'en fait, j'étais capable de le faire 1 heure avant. Ouais, mais en fait, il faut vraiment célébrer qui tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. C'est-à-dire que vraiment, je mets un point d'honneur à dire que pour réussir dans son entreprise, il faut être bien mentalement. Mais vraiment, bien mentalement. C'est pas me dire, OK, vas-y, je fais ça. Non, tes routines doivent te faire du bien. C'est-à-dire que si tu dois te lever tous les matins à 7h pour répondre à tes mails, eh ben, ça fait partie d'une routine. Il faut que tu te nourrisses autour de toi, de ta routine professionnelle et de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est un lien direct. Si tu n'es pas bien mentalement, tu ne seras pas performant Au taf. Et puis même, t'arriveras pas à te vendre non plus. Et bien mentalement, ça veut dire que t'as le droit quand même d'avoir des anxiétés, t'as le droit d'avoir des angoisses, t'as le droit d'avoir des peurs, t'as le droit de pas avoir tout le temps confiance. Et ça fait partie du processus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vraiment, il faut tomber pour se relever. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie du processus qui est ultra importante. Il faut se remettre en question. C'est ultra important aussi. J'ai une petite intervention. Vous la voyez pas, mais il y a Kiko, la Kita, qui vient faire des câlins. Mais, t'es d'accord? Bon, oui, t'es d'accord. Mais il faut vraiment être bien dans sa tête. Enfin, en fait, ton discours interne sera super important. Dans quelle manière tu te parles? Tu vois, il y a des points importants. De quelle manière tu te parles? De quelle manière Est-ce que tu dis des choses positives tous les jours? C'est-à-dire, je suis trop contente, j'ai réussi à finir ma to-do list d'aujourd'hui. Je suis contente de la façon dont j'ai répondu à ce client qui peut-être m'attaquait. J'ai fait ci. En fait, il faut tourner les choses positivement. T'as le droit d'échouer, t'as le droit de faire des choses mal, mais ce n'est pas en s'auto-flagellant que ça ira mieux, en fait. Non. Moi, j'ai tendance, des fois, je vais m'enfermer dans mon trou. Ah mais c'est pire que ça, ouais. Merde, je suis démasquée. Non, mais c'est pour ça qu'il faut être entouré pour justement... Après, le truc, c'est que des fois, il faut vraiment être dans le trou pour remonter tout seul. Les gens, ils sont pas là pour te porter. Mais si t'es pas bien entouré, en plus, les gens, ils seront vraiment pas là pour te porter. Moi, pour le coup, au bout d'un moment, oui. Des fois, je t'envoie des messages, t'es en mode, j'ai pas le temps, je fais, c'est pas grave, moi, je décharge juste mon truc, j'attends pas spécialement une réponse. Juste, il faut que je décharge un truc, mais j'attends pas spécialement une réponse détaillée, concise, machin, à la minute, je m'en fous. Et ce qui est bien, c'est ma manière d'extérioriser, en fait. Quand t'as des amis dans le milieu, c'est-à-dire que toi, tu connais mes angoisses, j'en ai. Moi, je connais les tiennes, et c'est-à-dire que toi, t'as besoin de décharger, et moi, pour le coup, je vais peut-être entre guillemets davantage me renfermer dans ma bulle de vie personnelle quand quelque chose va m'inquiéter. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je vais mettre mon téléphone en off, je vais aller faire du sport, je vais aller marcher en nature, je vais lire un bouquin. C'est des choses qui, moi, me font du bien et qui me ressourcent. Et toi, tu vas avoir besoin de le communiquer. Et ce qui est bien dans nos relations professionnelles et amicales, c'est que on connaît les forces et les faiblesses de l'autre et que on vient l'aider inconsciemment. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de décharger, par exemple, dans notre conversation WhatsApp, et moi, c'est totalement OK. Et quand je peux vraiment pas être présente, je te le dis, désolée, je suis en job, je peux vraiment pas te répondre. Et c'est pas grave. Et voilà, je sais que tu vas continuer à déblatérer, mais que ça va te faire du bien, mais parce que tu vas avoir besoin de... Et t'as même pas besoin d'écouter en plus. C'est surtout ça. T'es pas obligé d'écouter tout, tu vois. Non, mais c'est que ça te... Et je le prends pas personnellement, c'est juste que moi, j'ai besoin de le faire, mais je demande pas parce que c'est souvent ça aussi. J'en parlais avec une amie il y a pas longtemps, qu'en gros, des fois, elle était pas toujours présente dans sa vie perso, tu vois. Et en fait, on lui reprochait. Je lui dis, mais en fait, chacun a une vie. Genre, si quelqu'un te reproche que tu lui réponds pas dans la seconde, désolé, mais la personne, faut qu'elle se recentre, parce que du coup, chacun a une vie. Si la personne ne te répond pas à la minute, c'est qu'elle fait autre chose. Oui, carrément. Et en fait, c'est que c'est pas grave. 72 heures, ça devient quand même un peu chaud. Oui, ça devient long. Faut relancer. En vrai, moi, j'ai plein d'amis comme ça qui, des fois, ils répondent pas. S'ils me répondent pas, c'est soit qu'ils ont vu et qu'ils ont oublié, soit ils veulent pas me répondre. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Je vais relancer. Si c'est urgent, j'appelle. Et si vraiment, 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 on me répond pas, je pars du principe que c'est un message et dans ce cas-là, j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que partir d'un constat qu'on répond pas dans les 72... Enfin, on va dire les 24 heures et que tu le prends personnellement, c'est bon, il faut pas le prendre personnellement, chacun a une vie maintenant. Oui, et puis moi, je suis partisane de ça et tu le sais que si c'est vraiment important, t'appelles en fait. Mais c'est ça, en fait, moi je suis le genre de personne où je vais envoyer des messages, mais je vais jamais en vouloir aux gens qui me répondent pas. Je sais que si c'est urgent, je relance. Et des fois, j'envoie des messages et en fait, après tu discutes avec la personne sur une autre application et après elle revient sur l'autre application et fait putain, tu m'as envoyé un message il y a 3 semaines? Ouais. Et je l'ai moi-même oublié et c'est pas grave. Genre si c'est vraiment urgent, de toute façon, tu l'aurais su. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça, et j'essaie de le faire aussi pour le pro, c'est plus dur.
je veux répondre très vite alors qu'en fait non, il faut que j'ai la même distance parce que ça Parce que ça je change pense rien. que au côté professionnel, tu as plus une attente que sur le côté personnel. Et là, c'est une Ouais, c'est question ça. de gérer ses attentes. Mm. Et il y a aussi une question de gérer enfin, il va falloir définir qu'est-ce qui est une limite professionnelle et personnelle parce qu'en fait, quand tu mélanges trop les deux, eh ben, t'en viens au burn-out. C'est-à-dire que quand vraiment les deux sont mélangés et que les deux sont à leur maximum de potentiel, voire trop, eh ben, ça dérape parce que tu ne sais plus la partie... Enfin, on l'a tout fait au début. T'es non-stop à checker tes mails, à être en sourcing, tu vois, je sais pas, sur Pinterest, sur des nouveaux lieux, etc. Et en fait, t'arrives pas à te mettre en pause. Et moi, je me suis vraiment imposée de mettre mon téléphone en off. Ouais, moi, j'ai pas réussi encore. T'es Pour pas la avoir ces première à me moments-là. le dire. Dans le podcast, il y en a plein qui me l'ont dit en mode eux, ils ont même pris 2 téléphones. Ouais. Un téléphone pro, un téléphone perso. Ça, je serais incapable. Pour le moment, moi, je suis trop. Genre, c'est ma vie, c'est moi, mon entreprise, c'est moi-même. Genre, bien sûr. nanana. Mais par contre, faut. 2026, on fera ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu mets en place pour définir ton pro et ton perso? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis que tu as créé ton entreprise qui peuvent définir tes moments de vie personnelle et tes moments de vie professionnelle? Si tu y réfléchis. En vrai, par exemple, là, je me déplace jamais sur mon ordi. Ça arrivait peut-être une fois depuis que je suis freelance que je me déplace quelque part, en dehors de chez moi, quand je change de ville, évidemment, hein, sans mon ordi. Même un week-end entre potes? Ouais. Ok. Mon ordi, je l'ai tout le temps. Les copains qui m'écoutent vont témoigner. J'ai mon ordi et je travaille pendant qu'ils dorment. Le matin. Et pourquoi tu t'imposes ça? Parce que je crois que j'aime bien. En fait, le fait de... Je sais pas comment dire. Il y a un terme qui s'appelle masochiste. Non, mais en gros, quand les autres... Alors, c'est pas genre, j'aime bien travailler quand les autres font rien, c'est pas ça. C'est juste que quand les autres dorment, moi, c'est un moment calme. Et du coup, c'est le meilleur moment pour moi de réfléchir à des trucs, genre écrire, répondre à des mails ou réfléchir à une réponse de mail que je ferai plus tard, parce que là, je suis censée être en off, donc voilà. Mais du coup, j'avance en fait sur des petites tâches et moi, ça me détend, en fait. C'est pour ça que souvent, j'ai mon ordi, même quand on part en vacances avec les copains. Et que, ouais, dans la bande, on a aussi d'autres freelances, hein, et du coup, il y en a qui travaillent comme moi, qui ont des demandes clients de dernière minute. bien sûr. Mais quand t'as pas de demande client, en fait, t'as pas spécialement de raison d'emmener ton ordi et tout. C'est juste que moi, je l'emmène toujours au cas où. Eh ben, je te mets au défi sur le mois de... Je sais pas si tu vas partir en janvier ou février, mais je te mets au défi pour cette début d'année 2026 de partir un week-end sans ton ordinateur. Wow. Impose-toi de partir un week-end sans ton ordinateur. Profite du moment là, la fin présent. décembre, on va partir sur l'ordi. Voilà. Je serai obligée. Enfin, non. Je comptais l'emmener. Mon ordi. Pourquoi tu comptais l'emmener? Alors là, plus précisément, pourquoi je veux l'emmener cette semaine. Là, on enregistre, on est le 23 décembre. Oui. L'épisode, là, il est censé sortir. Normalement, il sort le 29. Donc, normalement, là, moi, là où je pars, entre guillemets, avec mes parents, ma famille, c'est cette période-là. Il faut que je monte le podcast. Donc, mon ordi, je l'aurai pour ça. Mais que pour ça. Volontairement, je me suis dit, je ne ferai aucune retouche de photo. Les mails, je les répondrai pas. Tu vois, en fait, j'ai fait une carte dans ma tête, en fait. Tu vois, tu mets des choses en place. J'ai essayé de tout finir mes trucs urgents avant, ce que j'ai fait, pour que la seule chose que j'ai à faire, c'est le podcast, parce que je me suis imposé une date et que je veux que l'épisode il sorte pour la fin d'année. Et voilà, quoi. Et moi, je pense à d'autres choses que tu dis pas, mais que tu as mis en place. C'est-à-dire que tu vas marcher davantage en extérieur. Tu es moins 100% devant ton ordinateur. Ça dépend des périodes, mais oui. Mais c'est des choses que tu as mis en place en 2025 quand même. D'aller marcher, d'aller à la piscine, de te sortir de ton cadre de chez toi derrière ton ordinateur. C'est des choses que tu as mis en place quand même. De t'imposer des moments de repas, chose que tu ne faisais pas forcément. Alors là, on est revenu dans une période où les pauses repas, c'est devant l'ordi. Mais c'est normal, c'est pas un truc linéaire, mais c'est des choses que tu as commencé à mettre en place. C'est-à-dire, tu te fais des to-do list, tu priorises aussi les trucs les plus rapides. C'est des choses que moi, j'étais entre guillemets un peu appris de dire que sur une to-do list que tu as à faire, c'est pas forcément le truc le plus primordial au début que tu vas faire. C'est le truc qui te prendra le moins de temps à faire. C'est-à-dire que si tu dois appeler telle personne pour prendre un rendez-vous pour telle visio, eh ben, ça te prend 5 minutes. Il faut le faire en Donc, premier. c'est dans ta to-do list, mais tu le fais en premier. Comme ça, tu fais toutes tes petites actions d'abord. Et comme ça, tu les coches. Tu les coches. Déjà, c'est hyper satisfaisant visuellement. C'est hyper satisfaisant mentalement. Et surtout, tu as gagné un temps de malade parce que quand tu vas arriver à 18h, que tu auras fini ta grosse tâche, eh ben, tu vas pas pouvoir faire ton petit appel parce que ce sera trop tard pour appeler ton client en fait, à ce moment-là. C'est sûr. Et je me suis fait avoir plein de fois là sur des rendez-vous médicaux. Et tu vois, c'est des choses que tu as mis en place finalement. Et ça, c'est des choses que tu devrais célébrer, de te dire, je suis contente d'avoir essayé de mettre... Parce qu'il y a des choses qui ne resteront pas non plus à éternam. C'est-à-dire que moi, le réveil à la même heure tous les matins, non, clairement, ça ne fonctionne absolument pas. Non.
Moi, ça dépend des périodes de l'année. Il y a des périodes de l'année où je vais c'est surtout en fait, c'est par rapport au soleil. Si le soleil se lève tôt, je vais me réveiller beaucoup plus tôt naturellement. Oui, mais il y a ça aussi. Et en hiver, bah, beaucoup moins, en fait. Et des fois, je me le reproche en mode: «Ah, j'arrive pas à me lever tôt, machin». Mais en fait, moi, si j'ai pas une tâche à faire avec une deadline, un truc, un machin, je vais prendre mon temps le matin. Ouais, mais c'est important Mmh. parce que ça fait partie du bien-être mental et Voilà. de se dire Parce que si je m'imposais une horaire alors que j'ai pas réellement de raison, je vais me sentir malheureuse, je pense. ouais, et puis t'es pas productif dans ta journée. C'est-à-dire que Mmh. je vais essayer de me lever tous les jours à telle heure pour dire je Mmh. fais ça, 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 ça. Clairement, ta journée, elle est encore moins productive. T'es encore moins. Tu te lèves pas avec le smile. Donc, Non. dans le principe où tu te lèves Mmh. pas avec le smile, parce qu'en plus, il y a des jours où on va se lever à 6 heures pour des shootings et il y a des jours où tu vas travailler de la maison en retouche ou moi que je vais faire du personal shopping, etc. Clairement, je vais être sur mon ordi dès le matin. Eh ben oui, j'ai envie d'aller faire un petit running avant de me mettre pendant 9 heures sur mon ordi, en fait. Et c'est des choses qui font partie du bien-être et qui sont super importantes. Par contre, entre définir ta limitation pro et perso, on part aussi du principe que quand tu es à ton compte, eh ben c'est très difficile. C'est-à-dire que, ben oui, tu peux dire oui à... Moi, ça va être mon cas. Tu peux dire oui à l'anniversaire de ton neveu qui est prévu dans 2 mois. Mais le jour de l'anniversaire de ton neveu qui est en pleine semaine, eh ben, tu peux du jour au lendemain dire désolée, je ne pourrais pas être là parce que j'ai un gros projet, un gros shooting. Et c'est aussi ce truc de est-ce que l'entourage te suit vraiment ou pas dans ta démarche. On va pas se mentir, moi, mon entourage, il a mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. En plus, moi, j'ai un métier qui est pas connu. Donc, mon entourage... Mais t'es des métiers invisibles qu'on voit Voilà. pas. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à ce que mon entourage le comprenne. Et mentalement, c'est aussi une super charge mentale. C'est-à-dire que tu te pointes à chaque repas de Noël, à chaque repas de famille et qu'on te dit, bah, ton travail, c'est pas un travail. Est-ce que tu gagnes vraiment ta vie? Est-ce que tu as vraiment des clients? La question qu'on te pose, c'est pas, ah, j'ai vu ce que tu as fait, c'était trop bien. Ou, tu vois, t'as pas des félicitations tout de suite. C'est, ah, est-ce que tu as du travail? Est-ce que tu as assez d'argent pour vivre? Est-ce que... Est-ce que tu travailles ou quand tu reçois un message, je sais pas, de ta mère ou de ton père, tu travailles aujourd'hui? Mais je travaille tous les jours, en fait. C'est pas parce que je suis pas en présentiel en shooting que je ne travaille pas. Il y a Et puis même quand tellement je de suis choses à faire pas, autour. même quand je taffe pas, je taffe quand même. Enfin, je sais pas comment dire, Oui. genre la journée, même si je vais juste me balader, mon cerveau, il travaille. Non, mais en plus, toutes les deux, on est 2 personnes qui surréfléchissent énormément sur tout. C'est-à-dire qu'on a des mentales qui travaillent à 1000%. C'est-à-dire que déjà, on a une to-do list en visuel présentiel sur une feuille, mais on a une to-do list dans notre tête qui est une autre to-do list. Et en plus, on pense à 1000 choses à la fois. J'essaie de toutes les mettre sur ma note, moi, maintenant. Parce Mais que tu vois, c'est comme hyper ça bien. me décharge. Parce qu'après, sinon, ça reste trop longtemps dans ma tête. Et c'est infini. Et ça, c'est aussi la partie du burn-out de quand tu es tout le temps dans ton mental, eh ben, au bout d'un moment, moi, comment je définis chez moi le burn-out, c'est quand je tombe malade. Tu vois, on va prendre un exemple très concret puisque c'est arrivé très récemment. Ouais, c'est vrai que cette année, je n'ai pas du tout pris de vacances. C'est-à-dire que j'ai eu une très, très bonne année professionnelle. Ça s'est très bien passé. J'ai de la chance de faire ce que j'aime depuis 6 ans. Chaque année est encore meilleure que les autres. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, j'ai été dans le dépassement de limite j'ai pris 0 vacances cette année. Vraiment 0 vacances. Donc, moi qui adore voyager, j'ai pas pris le temps Enfin, on a voyagé pour le boulot, mais c'est encore autre chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que en plus, t'es conditionné mentalement sur le pro. Donc, j'ai pas du tout pris de vacances. Et ben, là, il y a 2 semaines, j'en sors tout juste et je pense que ça s'entend un peu parce que du coup, je parle du nez. Et j'ai eu 2 semaines de rhinopharyngite qui m'a clouée au lit. On a fait les tests grippe, on a fait les tests Covid, c'était pas ça. J'ai été clouée au lit pendant 2 semaines en galère et j'allais quand même au shooting quand je vais y aller parce que mon corps m'a dit hey, tu te fous de moi. Tu n'as pas pris de vacances. Il y en a trop. Ça déborde en fait. Dans ton mental, ça déborde. Moi, je suis quelqu'un qui est qui ressent beaucoup les choses. Donc, du coup, je ressens tout à 1000. Je l'ai énormément travaillé du côté professionnel et ça, tu le sais. Que j'ai travaillé énormément professionnellement de ce côté-là sur ce que je ressens tout à 1000. Mais au bout d'un moment, ton cerveau, il pète un câble. C'est-à-dire que moi, cette année, elle a été mouvementée pour plein de points et que tu es au courant aussi de ma vie personnelle. Mais du coup, dans ton professionnel, il faut aussi que ça suive, mais aussi que tu prennes du temps pour toi, en fait. Et il y a cette grosse peur de « Ah, je peux pas partir en vacances parce que là, j'ai des contrats. Ah, je peux pas dire non à ce client parce que sinon, je vais le perdre. » Il y a aussi cette pression-là de burn-out mental. C'est-à-dire que tu ne sais pas si ton client va fidéliser ton travail dans le sens où si je te dis non pour cette date-là parce que j'ai décidé de partir en vacances,
Est-ce que tu vas me reprendre? Est-ce que tu vas me reprendre? Est-ce que tu vas avoir la déontologie de se dire, ok, on prend quelqu'un d'autre parce que là, on a vraiment besoin de quelqu'un, mais la prochaine fois, on reprendra Anaïs parce qu'on travaille avec elle depuis des années, qu'on a besoin d'elle, etc. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu trop le cas de figure encore de partir en vacances et dire non. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'essaie toujours, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du bol. Oui, t'as toujours bien. Voilà, j'avais pas de demande spécialement le moment où je partais. Et t'as cette possibilité de partir avec ton ordi pour les retouches. Il y a ça aussi. Oui, c'est ça. Toi, t'as un taf où en fait, t'es physique. Présentiel, ouais. Alors que moi, bah, c'est juste de la post-prod. Là, cette année, là, j'ai fait un truc pour Noël. Parce que là, d'habitude, moi, à Noël, bah, je vais quand même taffer. Genre, les précédents Noël, je retouchais. Là, Bien sûr. non, j'ai défini que j'allais pas retoucher. Oui. Résultat, j'ai des clients, ils m'ont dit, voilà, est-ce qu'on pourrait recevoir les photos là, à la rentrée, la semaine de la rentrée? Je dis oui. Je reviens cette semaine-là, et bah, vos photos sont en priorité, je vais les retoucher en priorité à mon retour. Mais ton client, il part en vacances. En fait, c'est ça le truc. C'est exactement pareil, mais c'est juste qu'il part du principe que je peux le faire pendant les vacances aussi. Alors qu'en fait, bah, chacun a des vacances, et du coup, c'est la première fois, du coup, là, tu vois, je viens de le conscientiser, que j'ai écrit comme quoi je revenais. Ouais. Mais tu vois, t'as mis des congés. choses en place. Alors qu'en fait, jamais, avant les congés, je partais en vacances, j'avais mon ordi. Ouais. Mais ça, c'est trop bien. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. C'est un toxic trait que j'ai vraiment, c'est de ne pas dire non. C'est-à-dire que j'ai un noyau de clients un peu fidèles, tu vois, que j'ai depuis des années. Je n'arrive pas à leur dire non. C'est-à-dire que je réponds toujours présente. Vraiment. Et c'est un truc qui est aussi dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dire non à des amis. Je n'arrive pas à... Tu vois. Et ça, je l'ai énormément travaillé, du coup, cette année. Et davantage, de me dire... Mettre mon téléphone en off, ça apprendra à dire non pour moi. Oh non. Non, mais c'est que là, Akiko, ça y est, elle commence à s'exciter. Elle sort tous les jouets du monde. Donc, on va peut-être entendre des pouics et des chiens qui courent partout. Mais là, du coup, j'ai l'impression de me faire moi-même enfin, tu me fais une masterclass à moi-même alors que ça concerne... Enfin, tu t'adresses à tout le monde, tu vois. Carrément. Mais après, je prends tout personnellement. Du coup, je suis en mode, ah, c'est super, là, j'apprends plein de trucs. Mais parce que c'est des questionnements que moi, j'ai eu et que j'ai été seule à l'avoir. Après, on va pas se mentir, on passe par des phases qui sont compliquées. C'est-à-dire qu'on aura toujours à apprendre de nous-mêmes, on aura toujours des choses à améliorer. En attendant, on est là où on est avec des métiers qu'on aime et on est contente de faire ce qu'on fait, clairement. Mais c'est sûr que être bien entouré, c'est ultra, ultra important. C'est drôle parce que quand on a préparé ce podcast, ça fait un moment qu'on a parlé de ce sujet de podcast. On a eu plein de fois qu'on a dû le faire, mais à chaque fois on pouvait pas. Voilà, on a eu toutes les deux une année assez folle. On est toutes les deux super contentes aussi que le dernier épisode de la saison soit ensemble. Clairement, mais de toute façon, de base, même si on l'avait enregistré plus tôt, il était programmé à la fin pour moi. Voilà, donc voilà, ça change pas grand-chose à mes plans. Et en plus, on clôture vraiment l'année, c'est-à-dire que on clôture vraiment l'année ensemble, on clôture vraiment aussi... Voilà, moi, j'ai eu 30 ans, donc déjà aussi, je ne suis plus dans ma vingtaine, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc de... J'ai pu faire une rétrospective de vraiment de mes 24 ans à mes 30 ans. Qu'est-ce que ça a créé dans mon entreprise? Qu'est-ce que ça a créé chez la femme que je suis aussi? Parce que ça te change. Il y a un sujet qu'on n'a pas... Enfin, on a abordé sans aborder, mais... ça change complètement aussi ton entourage. Oui, je me rends compte que j'ai toujours mes copains d'école et tout, machin, qui sont dans des agences pour certains. Mais sinon, c'est beaucoup que des indépendants, en vrai. Et toi, ton entourage, en plus, c'est que des gens qui connaissent l'indépendance. Oui, ou qui connaissent l'indépendance. Pas toujours que des indépendants, mais des gens qui connaissent. Pas des gens complètement... genre, j'ai pas d'amis qui font de la finance, par exemple. J'adorerais. Mais je trouve qu'on en parle trop peu de ce sujet de... aussi, quand tu crées ton entreprise, concernant ta vie personnelle, c'est un changement global de ta vie personnelle. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ça a aussi fait que je me suis séparée de la personne avec qui j'étais parce qu'il y avait de l'incompréhension sur ce que je faisais. Sur aussi, malheureusement, gagner plus que lui aussi, tu vois. Et en fait... ton cercle d'amis, il va changer et évoluer. Moi, dans mon cas, j'ai toujours, entre guillemets, fait passer en priorité ma carrière et ce que je faisais à mes groupes d'amis. C'est-à-dire que j'ai même changé de lycée pour être dans des lycées beaucoup plus cotés en termes artistiques voilà. Donc, j'ai toujours un peu laissé aussi mes groupes amis derrière en me disant, si vous êtes vraiment mes amis, c'est pas parce que je change de lycée ou que je change d'école que ça va changer la situation. Faux. Ça change la situation. Si ce ne sont pas des vrais amis, ça change la situation. Réussir
va emmerder les autres autour de toi. C'est-à-dire que plus tu réussis, si vraiment ce sont tes vrais amis, ton vrai entourage, ils vont te soutenir. Ah oui. Ils vont être derrière toi et être contents pour toi. Par contre, si ta réussite emmerde les gens autour de toi, et moi ça a été mon cas pour certaines personnes, eh ben, ils vont te le reprocher. T'es pas assez dispo, on n'arrive pas à se voir, ton travail passe en priorité. Bah oui, mon travail passe en prio parce que si je ne travaille pas, je n'ai Y a pas rien. d'argent derrière. Je ne suis pas salariée et je n'ai absolument rien contre le salariat puisque je l'ai été. Mais ce sont deux fonctionnements différents. Tu vas pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il vient de se mettre en couple et qu'il passe tout son temps avec son nouveau mec. C'est normal. Il a envie de passer tout son temps avec son nouveau mec. Et pour Oui, autant, c'est ça ça. va pas changer ton amitié. Bah, Tu il y a vois. des gens, ça change leur amitié. Hein. Mais oui, mais du coup, ce ne sont pas des vraies Voilà, amitiés. moi, je suis le genre de C'est-à-dire personne, tu peux que pas me parler pendant un an, je m'en fous. Genre, justement, on se revoit un an plus tard, c'est trop bien. Parce qu'il y a plein de trucs à dire. C'est pas censé Ouais. changer. Moi, j'ai une super. Alors, si elle écoute ce podcast, et je pense qu'elle le fera, elle va se reconnaître. J'ai une super amie à moi que j'ai rencontrée à Nantes qui vit maintenant sur Vannes. On doit se voir 2 fois dans l'année. Par contre, on est proches comme jamais. C'est-à-dire que notre amitié ne changera pas parce que j'aime qui elle est, elle aime qui je suis. On est super contente d'avoir des nouvelles l'une de l'autre, mais c'est pas parce que j'ai pas eu de nouvelles de toi pendant 6 mois que ça va changer ma perception de notre amitié. Tout à fait. Parce que ce sont des vraies personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent. C'est la première personne à soutenir mon travail, c'est la première personne à reposter mon travail dans ses stories, alors qu'on n'a pas échangé de messages depuis 3 mois, par exemple. Mais c'est là où tu oui, dis c'est ça, que... quand tu vois que les gens ils te soutiennent, juste liker des trucs ou repartager de temps en temps, ou quand tu les vois en mode ah j'ai vu ça, machin, nan, nan. Tu vois, ce genre de juste de micro-soutien, parce qu'il y a des gens qui par défaut vont voir, mais jamais ils vont vouloir te donner de la force, même sur les réseaux ou en vrai. Après, moi je suis le genre de personne, des fois j'oublie. Genre en fait, je vois les réussites des gens et je suis trop contente, mais j'oublie de le dire, tu vois, genre, et du coup je me réjouis toute seule, mais la personne ne le sait pas. Oui, mais après... Et c'est le jour où je la vois, où du coup je finis par y penser. C'est comme là où toi, tu vois, au début de notre épisode, tu remercies les gens pour leur présence parce que c'est la clôture d'une saison 2 et tu remercies les gens pour leur présence et leur soutien et leur retour parce que finalement, peut-être que pour eux, bah, ça prend 5 minutes, mais pour toi, ça va te faire ta journée. C'est ça, parce qu'en vrai, le format podcast, c'est un format qui pas très enfin, t'interagis pas des masses. Moi, je suis la première à consommer du contenu, jamais j'interagis avec. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est là que maintenant je comprends en tant que quand tu crées quelque chose, que les retours, c'est de l'or. Pas spécialement pour le référencement, machin, parce que oui, ça y participe, mais juste humainement, ça donne envie de continuer. Parce que moi, du coup, je te le disais tout à l'heure en off, souvent, c'est mes invités qui reçoivent des retours. Oui, carrément. Ah oui, et pas moi. Et du coup, c'est normal parce que c'est eux les invités. Moi, je suis fixe. Mais du coup, ça fait que moi, du coup, des fois, on me les repartage. Donc, c'est cool. Moi, je les lis. Et des fois, bah, je les ai pas. Et juste, on me dit, ah oui, j'ai eu plein de retours, machin. Je fais, ah, pas moi. Et du coup, je me dis, bah, c'est cool, il y a eu des retours. Ça veut dire que ça a été apprécié. Parce que sinon, moi, je peux pas savoir. Je suis pas dans la tête des gens. Moi, tout ce que je vois, c'est les stats. Et tout ce que je vois, des fois, c'est qu'il y a des gens, ils s'arrêtent à 10 minutes. Et ils reviennent jamais. Du coup, je me dis, pour quelle raison? Je ne sais pas. Genre, et j'aimerais bien des fois recevoir des messages en mode, ah là, cette partie-là, j'aimais pas trop. Mais voilà, la suite était cool, j'ai pris le temps, machin. Mais après, je prends pas le temps. C'est tellement personnel. Donc voilà, donc pour les gens qui prennent le temps d'interagir et de m'envoyer des petits messages, des fois, me dire voilà, j'ai écouté tout ça, je suis pas encore à jour, machin. En fait, je m'en fiche si tu suis pas mes trucs à la lettre, en fait. Je m'en fous. Si t'as écouté qu'un truc et que tu me dis que j'ai bien aimé celui-là, bah c'est cool, ça me fait ma journée. Mais... Je demande pas à être. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi-même, je le suis même pas. Et du coup, ça fait toujours super plaisir, donc merci. Mais ouais, c'est la partie quand même qui est importante d'être soutenue et chacun soutient aussi à sa manière. C'est-à-dire que on a tous aussi des interactions qui sont pas les mêmes façons, tu vois. Oui. Mais on a tous des façons d'interagir et je pense juste que pour moi, le point important aussi de ce podcast, c'était de dire que quand vous allez vous mettre à votre compte, toute votre vie va changer, c'est-à-dire que la vie personnelle aussi. Et je mets un point d'honneur parce que moi, je me suis pris une énorme claque à l'époque. Et en plus, moi, dans mon entourage, je suis la seule à mon compte. Maintenant, j'ai des amis comme toi qui font partie du milieu, mais moi, dans mon entourage amical de base et dans ma famille, je suis la seule à mon compte. C'est-à-dire que je suis vraiment seule. Solo, je t'ai donné tout à l'heure l'image, et on en a rigolé, de Titanic. C'est-à-dire qu'il y a Jack, il y a Rose, il y a cette porte dans l'eau. Eh ben moi, il y a ni la porte, ni Jack, en fait. Je suis juste Rose et je suis ma propre bouée et je suis mes propres brassards. Et en fait, t'es là et tu auto-essayes de pas te noyer, en fait. Parce que j'ai un soutien qui est adorable de mes amis et de ma famille, mais dans la réalité, si vraiment je dois être sincère, ils comprennent pas. Bah, si en fait, tu peux écouter, tu peux avoir cette empathie, mais tu vas pas te sentir compris.
Ils le vivent pas et moi je suis OK avec ça maintenant. Au début, j'étais un peu en colère contre le monde entier de me dire on comprend pas ce que je fais, pourquoi ils ont pas envie de s'intéresser, etc. Et en fait, maintenant, j'ai tellement fait la paix avec ce côté-là de se dire j'ai choisi de changer ma vie professionnelle et ça a dû changer toute ma vie personnelle. C'est mon changement, c'est mon choix et c'est OK. C'est-à-dire que je me suis tellement pardonnée à moi-même, tu vois, cette colère de se dire en fait, j'ai un entourage qui comprend pas ce que je fais et c'est OK. Et puis c'est pas de leur faute, genre. Non, je leur en veux absolument comme pas. je disais tout à l'heure, chacun a sa vie et chacun pense à soi-même en premier et c'est normal. Je leur en veux pas et je sais qu'ils font de leur mieux et je sais que mon père, par exemple, quand on va mettre une fille ensemble à moitié dénudée, tu vois, dans le sable, il va se dire Qu'est-ce que tu fais? mais ça t'apporte quoi de faire ça? Bah, papa, laisse tomber, c'est de la créa, tu veux. Voilà, c'est ça. Le point important pour moi, ça a été vraiment aussi la partie donc changement de vie complète. C'est-à-dire que toute ta vie, elle change une fois que tu te mets à ton compte. Et si vraiment tu investi dedans, toute ta vie, elle change. Par contre, il y a aussi cette partie de toi qui ne doit pas l'imposer aux autres. C'est-à-dire que forcément aussi, en grandissant, je pense que même en dehors de l'auto-entreprise, les gens on a tous des amitiés qui s'étiolent, on a tous, tu vois, des choses qui partent et on mûrit. Mais quand tu es en auto-entreprise, tu as une espèce de montée de maturité qui est énorme à un pic très rapidement parce que tu es jeté dans le grand bain. Et soit, quand tu es jeté dans le grand bain, tu as des gens qui sont là pour te soutenir et qui t'accompagnent, soit ils sont pas OK et tu dois vivre ça quand même seul. Et c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut aussi se dire que vraiment, c'est pour ça que je remets un point d'honneur et c'est peut-être une répétition, mais votre santé mentale, elle est ultra importante quand vous êtes à votre compte. Ouais, parce que souvent, en tout cas dans les métiers artistiques, on est toujours été sur l'idée de l'artiste un peu, tu sais, incompris, malheureux et triste. Torturé. Torturé. Tu peux être torturé et créer des trucs trop stylés, mais par contre, tu seras jamais en capacité de travailler, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, si t'es trop torturé et trop mal dans ta peau ou dans ta vie bien-être mentale, en fait, c'est pas périn. Tu vas juste aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à un point de non-retour où il va falloir tout arrêter d'un coup pour se reconstruire. Et c'est là où c'est encore plus la merde. Parce que du coup, t'as pas de revenus, t'as rien, tu vois. En fait, Donc, faut préserver sa santé pour être périn dans le temps. Faut la préserver, l'améliorer. Il faut surtout accepter d'être aussi accompagné. C'est-à-dire que c'est OK d'aller voir un thérapeute si ça va pas. C'est OK d'aller voir, peu importe que ce soit une médecine douce ou pas, peu importe que ce soit... Ou même d'en parler tout court. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça comme une faiblesse. Un thérapeute, ça aide, tu vois. Aussi quelqu'un de neutre dans la situation. Moi, pour le coup, en 2024, j'ai eu besoin d'aller voir une thérapeute justement pour mettre des choses à plat par rapport à ma vie personnelle qui impactait ma vie professionnelle parce que dites-vous quelque chose, c'est que si ça va pas dans votre vie personnelle, ça impactera forcément sur 10 cas sur 10 votre vie professionnelle. Vous ne pouvez pas avoir une vie professionnelle épanouie si ça va pas dans votre vie personnelle. C'est sûr et certain. Et ma vie personnelle dégringolait pour X raisons. Et je pris mon courage à deux mains, j'ai mis mon ego de côté parce qu'il faut aussi dire que être aidé par quelqu'un, quand on est à son compte, c'est pas simple. C'est-à-dire que c'est s'autoriser d'être aidé. On doit tellement gérer tout seul, que le moment où tu as besoin de demander de l'aide, c'est compliqué. Et surtout qu'après, moi, je suis sûre que... Enfin, là, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que j'aille me faire suivre parce que je sais que j'ai des travers, des trucs de machin. Mais le jour où je vais y aller, je vais arriver avec une liste. Je suis le genre de personne à faire des listes. Parce que je sais tous les trucs que moi j'ai décelés. En mode, je sais que ça pose souci, je sais juste pas comment on taffe dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, je sais que là, il y a tel problème, je sais pas d'où ça vient. Ouais, mais c'est un accompagnement comme un autre. Ouais. Je pense que là, on arrive à la fin. On a fait un beau tour. Ouais, carrément. On a fait une super consultation de mindset. Là, vous pouvez pas voir, mais je me fais lécher le visage. De l'amour, de la confiance. Voilà, de l'amour. C'est un peu ça, cet épisode. Je veux que ce soit un épisode où on se donne de l'amour à soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que je voulais que ça termine l'année. Parce qu'en fait, en gros, pour moi, c'est un épisode qui clôture mon année. En mode comme ça, je peux me rendre compte de ce que j'ai accompli, ce que j'ai pas accompli, sur quoi je peux travailler pour 2026 et tout. Parce que j'en parlais avec Raphaël sur un autre épisode. Des fois, la début d'année, c'est super stressant. Et en fait, pour éviter de trop stresser, faut aussi voir ce qu'on a déjà accompli l'année précédente et dire que on a réussi l'année dernière à faire ça. Pourquoi cette année, on n'arrivera pas à faire la même chose ou mieux?
tu vois. Et c'est un ego boost, c'est-à-dire que cet épisode, on a essayé, déjà c'était une conversation entre Elisa et moi, qui était vraiment, entre guillemets, un peu une conversation à nu de ce qu'on a vécu et ce qui est important pour nous. Et c'est aussi un ego boost de vous dire que tout ne sera jamais parfait. Jamais. Par contre, il faut toujours célébrer les petites victoires. C'est vraiment ultra important et c'est ultra important de se sentir bien dans sa tête. Et c'est OK de ne pas se sentir bien également. C'est-à-dire que ne pas bien aller, c'est aussi important. Dans le sens où le reconnaître, c'est ultra important. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir aller mieux après. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous entreprenez. Être à son compte, c'est quelque chose qui est énorme. C'est prise de décision qui est énorme et rien que pour ça vous devez vous féliciter. Essayez d'être bien accompagné, que ce soit les amis, la famille, que ce soit professionnellement par quelqu'un aussi neutre de la situation. Essayez d'avoir une clientèle qui vous correspond et qui correspond à vos valeurs. Surtout n'abandonnez pas vos valeurs et qui vous êtes pour de l'argent, parce que ça peut être traître de se dire au début ça correspond pas du tout à ce que je veux faire, et pour autant dire oui parce qu'on a besoin d'argent. On est tous passés par là, mais avec le temps vous apprenez aussi à dire non parce que ça correspond pas à vos valeurs. Et voilà, moi j'étais super honorée d'être invitée pour ce sujet, parce que tu sais à quel point ça me tient à cœur aussi d'aborder ce genre de choses professionnellement parlant. Tu connais mon histoire, tu connais mon vécu, tu sais que j'ai pas eu la carrière professionnelle la plus simple non plus, voilà. Oui. Et que je suis heureuse d'être entourée de personnes comme toi aujourd'hui. Moi aussi. Du coup là vous avez un petit bout d'Anaïs que moi j'ai au quotidien. C'est trop bien. Donc merci beaucoup. Et aussi je voulais faire un petit mot, vu que c'est le dernier épisode de la saison 2. Évidemment qu'il y aura une saison 3, mais je ne sais pas encore quand, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais évidemment qu'il y aura une saison 3 et que j'ai super hâte. Et du coup, n'hésitez pas, s'il y a des questions, des invités ou des choses à aborder qui vous plairaient. Je suis très ouverte à ça. Envoyez-moi vos idées avec grand plaisir. Ou si, imaginons, vous avez un truc sympa à raconter, une anecdote, un truc, un machin, et que vous voulez venir dans le podcast, mais avec plaisir, venez. Moi, j'adore rencontrer des gens et discuter. Et surtout, vu que nous sommes le 23 décembre, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, profitez de ces moments de réunion ensemble pour être avec les gens que vous aimez, et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, merci beaucoup et bonne année pour ceux qui écoutent l'épisode après les fêtes. Voilà, merci beaucoup. Et on va terminer là-dessus. On se retrouvera pas pour un prochain épisode, malheureusement, parce que la saison est finie. Mais on se retrouvera pour la prochaine saison. Abonnez-vous au Insta et c'est là où je donnerai des nouvelles. Voilà, bisous. Merci.